Auditrices et auditeurs, bienvenue à ce 16e numéro de Lolaka Yawele, un podcast de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo GEC réalisé dans le cadre du projet Outafitia Amani. Je suis Agenonga Chobert, chercheur principal pour les Ouélé. J'ai le plaisir de recevoir pour vous M. Ama Hussein, Enardo des éleveurs nomades Peul à Plembororo et président des commerçants Peul en République démocratique du Congo. Avec lui, nous analysons les facteurs qui expliquent les conflits récurrents entre les membres de sa communauté et des membres des communautés locales. Monsieur Ama Hussein, bonjour. Bonjour. Depuis l'arrivée de Mbororo au nord-est de la RDC, nous assistons à une spirale de tensions parfois violente dans cette région. Le 11 septembre 2023, ils ont été la cible d'une attaque de manifestants en colère qui ont incendié leur campement dans le territoire d'Ango. Ces manifestants les accusaient d'avoir été à la base d'une attaque ayant coûté la vie à un motard la veille. Ce n'est pas la première fois que le conflit oppose des membres des communautés locales et le pasteur nomade Peul Mbororo dans la région. Entre juillet et août 2023, ces conflits avaient provoqué un déplacement massif des populations dans les territoires de Dungu, dans le Ouélé. Monsieur Ama Hussein, pouvez-vous nous dire depuis quand les Mbororo sont arrivés en République démocratique du Congo? Bon, les Mbororo sont arrivés en République démocratique du Congo, peut-être que maintenant, je pense bien, ça peut arriver à 25 ans. Donc ça fait 25 ans environ que les Mbororo sont arrivés en République démocratique du Congo. Alors, quels sont les facteurs qui expliquent la migration de ces Mbororo vers la République démocratique du Congo? Bon, le grand facteur de l'immigration des Mbororo vers la République démocratique du Congo, c'est la transhumance. Après la transhumance, il y a la guerre. La guerre qui a chassé beaucoup de populations Mbororo pour rentrer ici au Congo. Alors, on peut situer le contexte de cette guerre, c'est la guerre qui se vit où précisément? La guerre qui se vit en RCA, c'est-à-dire les facteurs rebelles de Seleka avec les anti-Balaka. Ah, c'est le principal facteur qui justifie la migration des Mbororo vers la République démocratique du Congo. Et actuellement, quelles sont les principales entités où ces Mbororo sont établis en République démocratique du Congo? Bon, ces Mbororo sont par exemple à Bas-Ouélé et puis à Haut-Ouélé. Est-ce que vous avez des précisions sur les territoires où on peut les localiser? Bon, certains territoires, je pense bien, c'est sur le territoire de Ango, Boko, ça c'est à Bas-Ouélé. Et de l'autre, Nyangara. Donc ça c'est Haut-Ouélé. Et des conflits récurrents opposent les Mbororo qui sont des pasteurs et des communautés locales vivant majoritairement de l'agriculture. Quelles sont les principales causes de ces conflits? De la façon que moi j'ai vu principalement, ce sont les mésentendements de la population, surtout d'autres personnes qui n'ont pas de travail. Ceux qui n'ont pas de travail, c'est ça qui cause le problème entre les Mbororo et les autochtones. Pourquoi? Parce que avant les choses sont moins chères et faciles. Et à l'arrivée des Mbororo, donc l'économie a augmenté et ils n'ont pas de possibilités pour s'acquérir à certaines choses. Donc je pense bien que c'est ça qui est le facteur. Par exemple, avant l'arrivée des Mbororo, le riz, un cope c'est à 200 francs. Dans le gobelet du riz. Le gobelet du riz. Quand les Mbororo sont arrivés, le gobelet du riz est arrivé à 500. De 500, c'est arrivé à 1000 francs. Donc là, quand ils font des concertations, ils disent non, c'est à cause des Mbororo que nous achetons les riz très cher. Et maintenant, ils n'ont pas de travail. Parce que celui qui vend le riz, lui, n'est pas contre les Mbororo. Parce qu'il voit qu'il y a de l'économie. Le pondou, une seule tas était à 50 francs. Mais à l'arrivée des Mbororo, le tas est devenu 500 francs. Et de là, le bassin pour le manioc. Un bassin, c'était avant à 500 francs. Donc, à fur et à mesure, l'arrivée des Mbororo, c'est arrivé à 4 000, à 5 000, aujourd'hui jusqu'à 10 000 francs. Donc maintenant, les autochtones qui n'ont pas de travail, qui ne veulent pas faire le commerce, donc eux, ils voient ça, c'est un péché. Parce que les étrangers sont venus, ils ont fait les choses, sont devenues très chères. Tu vois, non? Donc la seule chose, il faut les faire partir pour que ces choses-là vont devenir moins chères. Donc c'est pour cela
que ces jeunes-là qui n'ont pas de travail, maintenant, ils soulèvent des manifestations et puis des agressions contre les Mboro. Mais souvent, le constat que l'on fait sur le terrain, les conflits surviennent par exemple lorsque les bétails de Mbororo, les bêtes de Mbororo vont détruire les champs des agriculteurs, donc des populations, disons des communautés locales, mais c'est aussi, ce sont des circonstances qui favorisent parfois le conflit. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, ça c'est un facteur mineur. Pourquoi c'est un facteur mineur? Parce que dès que le vache d'un Mbororo rentre dans le champ d'une personne, et la personne réclame maintenant qu'on repart, on part sur le chef du village et de là on fait les constats. Même si on demande $100, $200, même $1000, même $2000, les Mbororo ne refusent pas de payer. Ils payent. Mais maintenant, peut-être, quand ils payent les $1000 ou bien les $2000 ou bien les $500, celui qui a été victimisé dans son champ, on ne leur redonne pas cet argent. On leur donne par exemple 50 000 francs ou 100 000 francs. Et de là, ils voient que le Mbororo n'a pas payé, or que ce n'est pas comme ça. Donc, autrement dit, lorsque la plainte est déposée contre les Mbororo auprès d'un service, les Mbororo vont indemniser la victime auprès de ce service-là. Malheureusement, le service ne remet pas l'argent payé par les Mbororo au propriétaire du champ victime de la destruction, c'est ça? Je pense bien. Mais outre ce facteur-là, on reproche aussi aux Mbororo le fait que lors de leur transhumance ou lorsqu'ils sont en train de paître leur bétail, ces derniers vont détruire le piège des autochtones, si vous le permettez. Parce que vous savez aussi, les populations locales vivent aussi de la chasse. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que vos bétails vont parfois détruire le piège tendu aux animaux par les Mbororo, par les autochtones? Bon, l'homme ne peut pas dire, bon, peut-être, hein, ça peut arriver, mais d'ailleurs même les vaches, quand ils vont aller pour boire de l'eau, ils partent de la côté de la brousse. Et les vaches ne rentrent pas au milieu de l'eau pour boire de l'eau, pour couper les filets. La vache, il rentre seulement au moins à 5 cm de l'eau ou bien à 10 cm de l'eau et de là, il commence à boire de l'eau. Et dès qu'il a bu, il fait directement un demi-tour, il sort. Et les filets se trouvent au milieu du fleuve, je pense bien. Par ailleurs, on accuse les Mbororo d'être complices des groupes armés qui créent l'insécurité dans les Ouélés. Qu'est-ce que vous en dites? Vraiment, ces facteurs, ça nous a amené beaucoup de problèmes, nous, les Mbororo, ici, en République démocratique du Congo. Parce que le temps, quand on était arrivé ici, il y avait les RLA, et puis plus ces groupes, disons, rebelles. Hein. Bon, ces rebelles-là, avec les LR-là, nous sommes victimes. Parce qu'ils viennent chez toi, ils te trouvent en brousse, avec ta famille et tes enfants. Dès leur arrivée, ils vont sélectionner une vache, ils vont dire, il faut égorger ça là pour nous. Tu es obligé de le faire, parce qu'ils ont des armes. Et de là, quand ils vont égorger cette vache-là, ils vont manger la viande, se reposer très bien. Et le lendemain, ils vont rentrer dans tes vaches. Tu veux ou tu ne veux pas. Ils vont sélectionner 5, 6, 7, 10. Ils partent pour eux. De là, toi, avec cette colère, avec ce souci de tes biens qu'on a pris, on est parti avec, à ta grande surprise, on va dire non, tu as collaboré avec les rebelles. Et là aussi, tu as un nouvel problème. Parce que si on avait entendu que les rebelles ont passé vers votre côté, et de là, par exemple, on est à la recherche et qu'on tombe sur vous, ok, ils vous ont pris 10 vaches ou 15 vaches ou 5 vaches, ils sont partis, tu es dans ce souci-là, et maintenant on t'arrête aussi, on dit non, tu es complice avec ces rebelles. Les services de sécurité ont eu à opérer des saisies d'armes dans certains campements de Mbororo. Qu'est-ce qui explique la détention des armes par les Mbororo? Bon, la détention des armes par les Mbororo, ça c'est quelque chose un peu difficile ou bien facile à comprendre. Imaginez-vous une personne, tu es un homme, tu as ta femme, tu as tes enfants, ou bien disons une famille en général. Quelqu'un qui a au moins 20 petits enfants avec lui. Parce que lui, il a ses enfants ont des enfants, donc toute une famille. Et ils ont de tant de troupeaux. Et maintenant, il se trouve dans une forêt où il y a les léopards, il y a les lions, il y a les hyènes. Ok, il va se défendre comment tant qu'il n'y a pas quelque chose comme ça là.
Parce que l'État ne peut pas sécuriser les animaux de ne pas attaquer les vaches ou bien les humains dans la forêt. Donc c'est pour cela que certaines personnes, ils détiennent les armes pour défendre leurs troupeaux et leurs familles, mais pas pour faire des dégâts ou bien faire des choses mauvaises. Non, je ne pense pas. Les tensions récurrentes entre des Mbororo et des communautés locales ne défavorisent-elles pas l'accès des enfants de Mbororo à l'école et aux hôpitaux locaux? Non, pour l'école, vraiment ça c'est désolé. L'école est strictement interdite aux enfants Mbororo. C'est strictement interdit. Dès que tu es un enfant, bébé, à l'âge de l'école, maintenant l'école, toi, comme tu es Mbororo, tu es né Mbororo, c'est interdit pour toi. Tu ne peux pas aller à l'école. Nous avons fait tous les efforts pour mettre les enfants à l'école, mais vraiment, on a refusé. Qui est-ce qui a refusé l'accès aux enfants Mbororo à l'école? C'est les gens qui ont des établissements là-bas. Il y a d'autres personnes, d'autres citoyens, bons citoyens, qui veulent nous aider pour que nos enfants vont aller à l'école, mais les autres là les menacent. Ils disent pourquoi vous allez insister que ces enfants-là vont aller à l'école? Et de là, les enfants là restent sans aller à l'école. Ils sont là des milliers, des centaines, ils sont là. Ils ne partent pas à l'école. Ils ne vont pas à l'école. Ils ne vont pas à l'école. Est-ce que c'est aussi le cas pour les hôpitaux? On vous interdit également l'accès aux soins de santé? Non, aux soins de santé, on ne nous interdit pas, mais on paye des frais exorbitants. Nous ne payons pas les mêmes frais comme les autochtones. Si un autochtone va payer 100 000, nous on va payer 500 000. Le traitement est discriminatoire? Oui, parce qu'un autochtone peut payer au moins 100 000 francs, on peut le faire l'opération. Mais nous, l'opération se fait à 600 700 000 francs, parfois 1 million. Tandis que autochtone c'est 100 000 ou 150 000, autre 200 000. Mais nous, pas moins de 500 à 1 million. De nombreux Mbororo ont pris des Congolaises comme leurs femmes. Est-ce que ces femmes font l'objet de la marginalisation ou elles favorisent le rapprochement avec les membres des communautés locales? Comme je ne suis pas dans la communauté locale, je ne sais pas, mais je sais que nous avons des hommes qui ont des femmes congolaises. Vous aussi, vous êtes marié à une Congolaise? Oui, je suis marié à une Congolaise et puis j'ai des enfants congolais. Alors, est-ce que les membres des communautés locales acceptent-ils votre femme ou elle aussi fait l'objet de la discrimination? Bon, le problème qui se pose, tous les gens qui ont de bon sens, on n'a pas de problème avec eux. Ils sont très accueillants, très accueillants. Parce qu'on a marié leurs enfants, on nous voit comme Bokilo. Nous sommes déjà, on fait partie de la famille. Des beaux-frères. Oui, les beaux-frères, on fait partie de la famille. Donc, on a plusieurs faveurs. Vous voyez? Donc, ça, c'est aussi un facteur qui favorise tant bien que mal l'intégration. Vraiment, bon, c'est un peu rentable par rapport à d'autres. Bon, c'est-à-dire les gens, par exemple, d'autres personnes qui prenaient les femmes gratuitement, par exemple, en donnant 1 000 francs ou bien en faisant boire la femme l'alcool, tu la prends. Bon, maintenant, quand nous, on est là, nous, on donne 5 000, 20 000, 50 000 avec des habits. Vous voyez, donc lui, il n'a plus ce faveur-là. Donc maintenant, il ne veut même pas nous voir et il nous interdit directement. On menace les femmes dans d'autres côtés de dire « ne faut jamais sortir avec un Mbororo. Si tu sors avec un Mbororo, c'est au prix de ta vie. » Les Mbororo sont des musulmans. Dans les Ouélé, ils ont financé de nombreuses mosquées, notamment à Niangara. Avec la pénétration du djihadisme en Afrique centrale, n'y a-t-il pas lieu de craindre le risque de l'infiltration? Bon, pour cela, je ne pense pas qu'il y aura l'infiltration de cela parce que les Mbororo qui sont arrivés ici, il y a d'autres qui sont déjà... Parce qu'un musulman, tout un musulman est un théologien. Donc il y a des gens déjà qui connaissent l'islam et ils pratiquent l'islam de naissance. Donc pour ce facteur-là, ça ne peut jamais se passer. Parce que les gens qui sont ici, leur problème, c'est de faire la transhumance de leurs vaches et nourrir leurs enfants. Ils ne construisent pas, ils ne cherchent pas le pouvoir, ils ne cherchent absolument rien. Ils cherchent seulement à vivre avec leurs enfants et leurs petits-enfants, vivre. Ils ne construisent même pas de maisons. Donc ils vivent dans la forêt avec leurs vaches. Et ils gardent tous ces biens-là. Pourquoi? Pour seulement acheter les pondous, les riz. L'enfant est malade, on part les soigner. Le papa, il achète des habits. Donc ça, c'est leur vie. À part de ça,
ils n'ont pas besoin d'autre chose. Mais l'autre sujet d'inquiétude demeure aussi la destination de l'argent que les Mbororo amassent des différentes transactions qu'ils effectuent, notamment à travers la vente de leur bétail. Et voilà un autre sujet d'inquiétude. On dit que cet argent, il n'est investi dans aucune banque. Et comment procédez-vous pour gérer l'argent que vous engrangez des transactions commerciales que vous effectuez? Bon, voilà ce qui se pose. Vous savez, la majorité des gens ne sont pas des gens qui sont éduqués. Donc, ils ne sont pas éduqués en tant que tels. Donc, mettre l'argent dans une banque, par exemple, pour aller récupérer dans l'autre banque, ils ne peuvent pas le faire. Et ils voient que c'est le perte de temps. Parce que dès que tu as vendu tes bétails, tu veux aller commencer directement à acheter pour revenir encore. Et de là, mettre dans la banque et aller encore faire en ligne pour attendre pour qu'on va te donner l'argent, parce que tu ne peux même... Toujours, on fait la transaction de M-Pesa. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Ça, on le fait chaque jour. Cette transaction-là, dans ces banques-là, vraiment, on le fait. À votre avis, quels sont les mécanismes pour mettre fin aux conflits qui opposent les Mbororo aux communautés locales? Moi, je pense que c'est une affaire un peu complexe et puis très facile, par exemple, si c'est possible. La seule chose que les Mbororo veulent, un Mbororo ne veut pas que tu vas tuer son vache. Et un Mbororo, même si vous regardez l'histoire, il ne provoque pas. C'est un homme de paix. Lui, il veut seulement la paix et vivre avec ses vaches. Si vous lui donnez la paix avec ses vaches, tout ce que vous voulez, il va vous faire. Et comment obtenir cette paix? Donc, comment pacifier les relations entre les Mbororo et les membres des communautés locales? Nous, on n'a pas de problème avec les membres des communautés locales. Nous avons des problèmes avec les gens qui sont des communautés mais qui n'ont pas de travail. Et maintenant, ils ont la jalousie et la haine. Ils croient que leur problème de l'insuffisance financière et consort, insuffisance de trouver ce qu'ils veulent, ça a dû, c'est-à-dire à l'immigration des Mbororo. C'est eux qui nous causent des problèmes. Est-ce qu'il y a un cadre de dialogue entre les Mbororo et les acteurs sociaux, notamment la société civile, les services étatiques? Il y a un cadre où les Mbororo peuvent venir dialoguer pour résoudre les différents problèmes qui se posent? Non, on discute toujours avec les autorités, avec les membres dignitaires locaux, et puis on trouve des compromis, vous voyez? Et puis surtout, l'État est vraiment accueillant, très accueillant. On n'a pas de problème avec l'État. L'État nous aide, il nous accueille. Le seul problème, ce que je vous ai dit, c'est les gens qui n'ont pas de travail là qui nous dérangent. Ce sont eux qui poussent tous les problèmes là, toutes les manifestations, brûler les maisons, tuer les gens. Ce sont les gens qui n'ont pas de travail. Alors, il y en a qui pensent que parmi les solutions qu'on devrait envisager, il faut commencer par dénombrer les Mbororo. Il faut qu'on sache concrètement s'ils sont au nombre de combien. On les identifie avec leur bétail. Cela pourrait permettre d'envisager une solution efficace. Est-ce que vous pensez que cela pourrait aussi résoudre le problème? Les Mbororo ne refusent pas qu'on va les dénombrer, ou bien on va les localiser, ou bien on va les connaître. Ce n'est pas ça le problème. Les seuls problèmes, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de travail, là, il faut trouver une sensibilisation. Donc la solution, il faut sensibiliser les gens? Oui, pour qu'ils trouvent un compromis, pour profiter, c'est-à-dire l'arrivée de ces Mbororo. Par exemple, ils vont profiter de trouver des champs, de faire des grandes champs pour trouver les riz, le manioc, vendre et puis trouver l'argent. Vous voyez? Et de là, acheter les vaches, et aussi, ils vont commencer à faire l'élevage. Donc, je pense que ça va faire, l'économie va grandir et puis il y aura la paix. Merci beaucoup, M. Ama Hissène, de nous avoir expliqué les causes des conflits qui opposent les Mbororo aux communautés locales. Je rappelle que vous êtes Enardo de Mbororo et président des commerçants Peul en RDC. Et c'est la fin de ce 16e numéro de Lola Kayaouele, un podcast présenté par Aguelonga Chobert dans le cadre du projet Outafit Yamani de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo, GEC. Auditrices et auditeurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve bientôt pour le prochain numéro de Lola Kayaouele. Au revoir.